Le 14 décembre 1900, il expose sa loi spectrale du rayonnement en insistant sur l'importance de cette constante qui portera son nom. Cette journée sera considérée par les scientifiques comme l'acte de naissance de la théorie des quanta et d'une ère nouvelle de la physique. La nature ne saute pas, disait Planck. Sa constante prouve cependant que cela lui arrive. Planck est le premier à en être bouleversé. Comme nombre de ses homologues, il doute que sa constante soit vraiment immuable. Au fond de lui-même, il espère découvrir une autre loi spectrale qui correspondrait à la doctrine de la conservation de l'énergie et rendrait inutile la constante. Planck retourne à ses sources, les recherches sur la thermodynamique. Dans les années qui suivent, il se consacre aussi à ses nombreuses tâches politico-scientifiques, membre du comité directeur de la Société de physique, doyen de l'université et secrétaire de l'Académie prussienne des sciences. En 1919, un an après la fin de la Première Guerre mondiale, il reçoit le prix Nobel pour la découverte de la constante. Pour rendre les honneurs à Planck, il convient de parler aussi d'une autre découverte de très grande portée, celle d'un génie, Albert Einstein. À cette époque, Einstein est expert en brevets dans la ville suisse de Berne. Planck s'intéresse de près à la théorie de la relativité restreinte du jeune physicien. Il la publie dans les Annales de la physique. Et il s'investit à fond pour faire venir ce génie précoce à l'Académie des sciences de Berlin. Les deux chercheurs, loin d'être d'accord sur tout, se lient pourtant d'une amitié qui les unira de longues années. En 1905, Einstein explique le phénomène photoélectrique en s'appuyant sur la constante de son aîné. Il est le premier à avoir compris la portée de la constante de Planck. Mais que signifie cet effet photoélectrique? La lumière, en frappant une plaque métallique, peut en extraire des électrons. Mais cela dépend de sa longueur d'onde et de sa fréquence. Ainsi, la lumière violette est capable d'extraire des électrons. Sa longueur d'onde est plus courte et sa fréquence plus élevée que celle de la lumière rouge qui n'y arrive pas, peu importe la quantité de lumière envoyée. La théorie ondulatoire de la lumière ne peut expliquer ce phénomène. Einstein émet donc l'hypothèse que la lumière se compose de corpuscules appelés photons. Si l'énergie qu'un photon confère à un électron est assez forte, ce dernier peut s'arracher au métal. Un photon de lumière violette ayant une fréquence plus élevée, autrement dit plus d'énergie que celui de la lumière rouge, arrive à faire seul ce dont une nuée de rouge est bien incapable. Afin de pouvoir évaluer la quantité d'énergie requise, Einstein formule la thèse selon laquelle l'énergie des photons est le produit de leur fréquence et de la constante de Planck, le petit h. Les expériences du physicien américain Robert Millikan viendront étayer cette théorie. Elle vaudra au début des années 20 du siècle dernier le prix Nobel à Albert Einstein. Einstein, en appliquant la théorie des quantas, démontre que la lumière est à la fois corpusculaire et ondulatoire. La vieille querelle sur la nature de la lumière est enfin vidée. Et les incrédules quant à la valeur de la théorie des quantas finissent par se taire, surtout depuis que celle-ci a pu être appliquée à d'autres phénomènes. Ainsi, grâce aux quantas, le physicien danois Niels Bohr a créé son modèle de l'atome. Celui d'Ernest Rutherford représentait l'atome sous forme d'un noyau dense et positif autour duquel gravitent des électrons négatifs. La stabilité de l'atome s'explique.
La force d'attraction entre ces charges contraires est neutralisée par la force centrifuge des électrons. Pas logique, car des électrons qui bougent sans cesse devraient perdre de l'énergie, ralentir leur course et se fondre finalement dans le noyau. Mais les atomes restent stables. Il faut donc trouver une autre explication. Bohr suppose que les électrons gravitent autour du noyau sur des orbites bien définies qui leur évitent toute perte d'énergie. Les orbites plus proches du noyau sont moins énergétiques que les orbites plus éloignées. Lorsqu'un électron saute d'une orbite à une autre plus énergétique, il doit absorber un quantum d'énergie, un photon. En revenant à l'orbite initiale, il réémet ce quantum. C'est ce que l'on appelle le saut quantique. Une fois de plus, l'énergie absorbée ou réémise est égale au produit de la constante de Planck et de la fréquence du photon. La théorie des quanta a définitivement fait ses preuves. Avec sa constante, Planck a inventé une nouvelle branche de la physique, consolidée plus tard par Einstein et notamment Niels Bohr. Leurs travaux ont vraiment ouvert la voie à la physique des quanta, qui explique le microcosme des atomes et des particules infimes. Une science qui a révolutionné notre quotidien en nous apportant l'ordinateur et le laser avec ses innombrables applications. Sans elle, la technique médicale serait plus pauvre. La tomographie par résonance magnétique n'existerait pas. Elle permet de reconstruire en 3 dimensions le corps, évitant ainsi aux patients le désagrément de nombreux examens successifs. La tomographie par émission de positrons permet d'observer des processus métaboliques afin, par exemple, de localiser des cellules cancéreuses dont le métabolisme est différent de celui de cellules saines. Une autre application de la physique des quanta, une miniaturisation de plus en plus poussée des puces qui rendront les ordinateurs toujours plus rapides et plus puissants. En découvrant au début du XXe siècle la constante qui porte son nom, Max Planck est bien celui à qui nous devons tous ces exploits techniques.